Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un univers à la fois fascinant et, il faut le dire, assez déroutant. Oui, celui des pratiques corporelles taoïstes avancées. Exactement. Notre source, c'est un ouvrage de Mantak Chia qui détaille une discipline appelée le Bone Marrow Neikung. Le Neikung de la moelle osseuse, voilà. Et l'idée de base, elle est radicale. Il s'agirait de nettoyer, de régénérer le corps depuis son niveau le plus profond, la moelle osseuse, pour y stocker notre énergie la plus vitale. C'est ça. On va explorer ça en 3 temps, qui sont les 3 piliers de la pratique. D'abord une technique de respiration osseuse, ensuite quelque chose de pour le moins spectaculaire. Oui, le soulever de poids avec l'énergie sexuelle. Et enfin, une méthode de frappe pour, on va dire, densifier le tout. Et pour bien comprendre l'enjeu dès le départ, il faut saisir une idée. Une idée vraiment fondamentale dans la pensée taoïste. Euh. Laquelle? Quand on parle de moelle osseuse, ce n'est pas juste la substance à l'intérieur de nos os. On parle de l'usine même de notre force vitale. L'usine. Oui, la moelle produit les globules rouges et blancs. Les globules rouges transportent l'oxygène, qui est le carburant du chi, notre énergie. Donc pour les taoïstes, une moelle encrassée ou grasse, c'est une usine qui tourne au ralenti. D'accord, je vois. L'objectif du Neikung, c'est de faire un grand nettoyage de cette usine pour qu'elle puisse non seulement produire une énergie de meilleure qualité, mais aussi stocker l'essence la plus pure, le Jing. Le Jing, l'énergie sexuelle primordiale. C'est ça. D'accord. Donc l'enjeu, c'est pas juste d'avoir des os plus solides, c'est de recharger les batteries à leur source même. C'est beaucoup plus profond. Absolument. Alors, commençons par le commencement. La première étape, cette respiration osseuse. Le nom est très poétique, mais concrètement, comment est-ce qu'on respire avec ses os? C'est une excellente question, parce que ça repose entièrement sur la puissance de l'esprit et de la visualisation. L'objectif premier, c'est de chasser les graisses qui, selon cette tradition, s'accumulent dans la moelle avec le temps. Ce qui est contre-intuitif, c'est de voir l'os comme un organe qui respire. Exactement. La tradition taoïste ne voit pas l'os comme une structure inerte, mais comme un organe vivant, poreux, presque comme un poumon profond. L'idée clé, c'est que si on ne peut pas respirer avec ses os, l'énergie vitale reste bloquée en surface. D'accord. La pratique consiste donc à utiliser son souffle et son intention pour le faire pénétrer à l'intérieur même du squelette. Mais il y a une condition. Laquelle sine qua non, sur laquelle l'auteur insiste lourdement, la relaxation absolue. Sans ça, les pores des os restent fermés et rien ne se passe. C'est donc un travail de lâcher prise avant tout. Et comment se déroule une séance? Je crois comprendre qu'il y a 2 phases principales. Exactement. La première étape est assez surprenante. On commence par respirer par les doigts. Par les doigts? Oui. Assise confortablement, on se concentre et on imagine, à chaque inspiration, que l'air frais entre par le bout des 10 doigts. Il faut vraiment essayer de le sentir. On visualise ensuite ce souffle monter le long des os des bras, passer les épaules, atteindre le crâne. Puis ça redescend. Oui, ça commence sa descente le long de la colonne vertébrale pour finir dans les os des jambes. À l'expiration, on fait le chemin inverse. L'air, qui s'est réchauffé, ressort par le bout des doigts. D'accord? C'est un circuit qui part du haut du corps, si on veut. J'imagine que la deuxième étape consiste à faire la même chose en partant des pieds pour boucler la boucle. C'est tout à fait ça. C'est l'étape symétrique. On inspire par les orteils. Le livre détaille une progression. D'abord, on ne fait monter le souffle que jusqu'aux genoux, puis on redescend. Ok, petit à petit. Ensuite, jusqu'aux hanches. Et enfin, jusqu'au sacrum, la base de la colonne. À chaque fois, on retient brièvement son souffle en haut du mouvement avant d'expirer en visualisant l'air chaud qui ressort par les orteils. Et l'étape finale, une fois qu'on maîtrise les 2 circuits séparément, c'est de les combiner. On inspire simultanément par les doigts et les orteils et on fait converger les 2 flux d'énergie au niveau du crâne, dans une zone que les taoïstes appellent le palais de cristal. Intéressant. Donc si la première étape, la respiration, consiste à vider et nettoyer la maison, la deuxième étape semble être de renforcer les fondations. C'est une bonne image. Et c'est là qu'on entre dans cette pratique de soulevé de poids qui est sans doute la plus déroutante, au premier abord. On parle bien de soulever des poids attachés aux organes génitaux. Oui, et même si ça peut paraître extrême, le principe physique derrière est assez logique. C'est ce qu'on appelle le principe de contre-force. Expliquez-nous ça. Quand un poids tiré aux organes génitaux vers le bas, le corps, pour se protéger, déclenche un réflexe de survie. Il génère une force de succion, une traction interne équivalente vers le haut. Ah d'accord.
Et cette force ascendante n'est pas juste musculaire, elle engage toute une chaîne de tissus profonds, les muscles du plancher pelvien, les diaphragmes et surtout le tissu conjonctif. Le fascia. Le fascia, oui. Pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est cette espèce de toile d'araignée interne qui enveloppe et connecte tout. Nos muscles, nos os, nos organes, c'est bien ça. Exactement. C'est une sorte de deuxième squelette, souple celui-là. En le mettant sous tension de cette manière très spécifique, de bas en haut, on le renforce de l'intérieur. Et le résultat, c'est quoi? Selon la source, il est double. D'abord, on prévient la descente d'organes, un problème fréquent avec l'âge. Ensuite, on scelle les orifices inférieurs du corps, ce qui, dans la perspective taoïste, est crucial pour éviter les fuites de chi. Les fuites d'énergie vitale. On crée une sorte de pression interne qui garde l'énergie à l'intérieur. C'est l'idée, on la maintient et on la fait monter. Et au-delà de l'aspect purement mécanique, le texte met en avant des bénéfices hormonaux considérables. On parle carrément de retarder le vieillissement. Oui, et c'est peut-être l'aspect le plus fascinant. L'idée est que cette stimulation intense des gonades envoie un signal puissant à l'hypophyse, la glande maîtresse dans le cerveau. Et ce signal lui dit quoi, en quelque sorte? Pas la peine de lancer le programme de vieillissement, la production d'hormones sexuelles est au top. Maintenir un haut niveau de Qing-Chi, l'énergie sexuelle, reviendrait donc à maintenir le corps dans un état de jeunesse biologique. Ah oui, quand même. Le texte va même jusqu'à suggérer que ces hormones stimuleraient le cerveau droit, associé à l'intuition et à la régénération. C'est une vision très holistique. C'est incroyable. Entrons dans la pratique. Pour les hommes, l'équipement est très spécifique. Très spécifique en effet. Il faut un appareil, souvent un tube en métal, avec une chaîne pour accrocher les poids, mais surtout... Un long ruban de soie. Attendez, de la soie. Pourquoi de la soie spécifiquement ? On est loin de la simple musculation là, absolument. Ça montre bien qu'on est dans une pratique énergétique, pas juste physique. Le livre explique que avant et après le soulevé, il faut pratiquer des massages vigoureux de toute la zone génitale avec ce tissu de soie. Et pourquoi donc? La friction est censée générer du chi, de l'énergie, pour chauffer la zone et la préparer à l'effort, mais aussi pour disperser l'énergie après et surtout éviter la coagulation du sang, qui serait un risque. La soie est vue comme un isolant et un accumulateur d'énergie. D'accord, la préparation est donc aussi importante que l'exercice lui-même. Et la méthode? Le ruban de soie est plié pour former un coussinet, puis enroulé autour de la base du pénis et des testicules. Le texte insiste sur ce point, il faut englober les deux. Le nœud est placé au niveau du périnée, puis on y attache l'appareil. Et la progression, j'imagine qu'on ne commence pas avec 10 kilos. Surtout pas. La recommandation absolue est de commencer sans poids ou avec un poids ridicule et d'augmenter de manière extrêmement progressive sur des mois, voire des années. L'écoute du corps est primordiale. Et pour les femmes, il y a une pratique équivalente, le vaginal weightlifting. C'est ça. L'équipement est différent, un œuf, traditionnellement en jade, mais aussi en bois, percé pour y faire passer une ficelle solide à laquelle on attache les poids. D'accord. Après des massages préparatoires pour activer l'énergie, l'œuf est inséré. La pratiquante se met en position du cavalier, genoux fléchis, et par une série de contractions des muscles vaginaux, elle saisit l'œuf pour le soulever. Mais ce qui est frappant dans la description, c'est que ça ne s'arrête pas à une simple contraction musculaire. La pratique semble évoluer vers quelque chose de beaucoup plus subtil. Totalement. C'est une progression fascinante. Une fois la maîtrise musculaire acquise, il est demandé d'utiliser la force du col de l'utérus pour tirer l'œuf. La force du col de l'utérus, oui, puis celle des ovaires, d'abord le gauche, puis le droit, puis les deux ensemble. Et ça va encore plus loin, on utilise ensuite l'intention pour faire tirer les autres organes, les reins, le foie, la rate, comme s'ils participaient tous à cette succion interne. On bascule complètement du physique au mental. C'est ça, à l'intention pure. On imagine l'énergie que ça doit générer dans le bassin. Qu'est-ce qu'on en fait après? On ne la laisse pas là. Non, c'est un point crucial. L'énergie générée est très puissante, presque brute. La laisser stagner dans la zone pelvienne serait contre-productif, voire dangereux. Du coup, il faut la faire circuler. De faire circuler cette énergie dans ce qu'elle appelle l'orbite microcosmique pour la distribuer à tous les organes et la raffiner. Une seconde. Orbite microcosmique, ça sonne un peu science-fiction. En termes simples, c'est quoi? C'est le circuit énergétique de base en médecine chinoise et dans les pratiques taoïstes. Imaginez une autoroute d'énergie qui monte le long de la colonne vertébrale D'accord. et qui redescend par l'avant du corps. L'idée est de prendre cette énergie intense générée dans le bassin et de l'envoyer faire un tour complet sur ce circuit.
À chaque passage près d'un organe, elle ne nourrit et se transforme, devenant plus subtile. C'est le moyen de transformer une énergie sexuelle brute en une force vitale pour tout le corps. Voilà. C'est un système d'une complexité et d'une cohérence incroyables. Après avoir renforcé la structure par la tension, la source propose une méthode complètement différente pour faire pénétrer l'énergie prana, la vibration. C'est le troisième pilier, la pratique des frappes ou hitting. Oui, l'objectif ici est de faire pénétrer l'énergie encore plus profondément jusqu'à la moelle et de déloger les toxines des fascias et des organes. Pour comprendre le principe, on peut utiliser une analogie simple. Je vous écoute. Imaginez un tapis plein de poussière. Vous pouvez l'aspirer en surface. C'est la circulation normale. Mais pour faire sortir la poussière incrustée, il faut le taper. Ah, je vois. L'idée des frappes, c'est la même chose. La vibration est censée secouer les tissus profonds pour libérer des toxines que la circulation habituelle n'atteint pas. Et on ne pratique pas ça avec ses mains, je suppose. L'équipement est encore une fois très particulier. En effet, on utilise des frappeurs spéciaux. Le texte en décrit 2 types, soit des tiges de retin assemblées, soit, et c'est plus impressionnant, un faisceau d'une centaine de fils de fer ou d'acier. Des fils de fer? Mais ça doit faire mal, non? Justement, l'idée n'est pas d'avoir un objet dur qui crée un choc. C'est un outil qui, à l'impact, s'aplatit et transmet une onde de vibration très spécifique et pénétrante. D'accord. Et la séance elle-même est très ritualisée, j'imagine. On ne se frappe pas au hasard. Absolument pas. Tout est très codifié. On commence par un échauffement pour réveiller le chi en frappant doucement des points clés. Le bas-ventre, le point porte de la vie dans le dos, à l'opposé du nombril. C'est ça, l'arrière des genoux et l'intérieur des coudes. Ensuite, on passe à la détoxification des organes en frappant la zone abdominale le long de lignes verticales précises, du pubis jusqu'au sternum. Et après les organes, on s'occupe des membres, en suivant les méridiens d'acupuncture, c'est bien ça. Exactement. Pour les bras, on frappe le long de 6 lignes, 3 à l'intérieur, 3 à l'extérieur du coude vers la main, puis en remontant vers l'épaule. C'est méthodique. Très. On fait la même chose pour les jambes. Du genou vers la cheville, puis en remontant toujours sur 6 lignes. C'est un travail pour s'assurer que l'énergie circule librement partout. Et on termine par le tronc, le dos et la poitrine. Frapper près des reins ou du cœur, ça paraît délicat. Salé. La source insiste sur la prudence, j'imagine. Énormément. Pour le dos, les frappes se font le long de lignes parallèles à la colonne vertébrale, mais jamais directement dessus. Et la source est très claire sur le fait d'être particulièrement prudent et doux au niveau des reins. Et pour la poitrine, on suit les côtes du sternum vers l'extérieur. Et là encore, avertissement très strict, ne jamais frapper directement sur le sternum et être extrêmement léger au-dessus de la zone du cœur et des poumons. La délicatesse et l'écoute sont les maîtres mots. Donc, si on fait la synthèse, on a un système en 3 temps qui est incroyablement cohérent. La respiration osseuse pour purifier, le soulevé de poids pour fortifier, générer de l'énergie et stimuler les hormones, Et enfin, les frappes pour faire pénétrer cette énergie en profondeur. et la densifier jusqu'au cœur des os. C'est un programme de transformation qui semble d'une puissance redoutable. C'est un système totalement intégré, où chaque partie prépare et renforce la suivante. Ce qui se dégage, c'est cette vision taoïste d'une connexion absolue entre l'énergie physique, l'énergie sexuelle et la vitalité globale. Oui. Dans cette optique, l'énergie sexuelle n'est pas quelque chose à réprimer ou à dépenser sans compter, mais bien la matière première la plus précieuse que nous ayons. La maîtriser, la transformer, la faire circuler. Ça devient le moteur principal de la santé, de la longévité, mais aussi, et c'est là que ça devient vertigineux, du développement spirituel. Et c'est précisément là que nous amène notre pensée finale. La source est très claire. Le but ultime du Bone Marrow Neikong dépasse largement la santé. Largement. Il est explicitement décrit comme une préparation. Un moyen de forger un corps assez fort et pur pour servir de véhicule à des pratiques de niveau supérieur. Des techniques visant à développer ce que le texte appelle le corps spirituel en vue d'une transcendance ultime. Ce qui soulève une question fascinante qui traverse toutes les grandes traditions spirituelles. Dans cette approche, jusqu'à quel point la maîtrise, la discipline et la transformation du corps physique sont-elles considérées non pas comme une option, mais comme un prérequis indispensable à l'éveil spirituel. Exactement. Le corps est-il un obstacle à surmonter ou est-il au contraire la fondation obligatoire, le creuset alchimique sans lequel l'esprit ne peut s'élever ? C'est une idée sur laquelle il est intéressant de réfléchir.